Salut les gars, bienvenue pour cette vidéo sur Kanki. Je vais essayer de vous expliquer un peu sa mentalité, comment moi je l'ai comprise et pourquoi pour moi c'est un personnage intemporel. Parce que quand je dis intemporel, ça veut dire que il a des propos qui peuvent être retranscrits dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça veut dire que tu as l'impression que le gars, il vient du futur, il est au-dessus au niveau intellectuel des personnages de Kingdom sur certains points. Et en même temps, ce gars-là, il reste dans son monde Kingdom, ça veut dire le monde de la guerre, tuer des gens, faire des massacres, etc. Donc c'est là, je vais essayer de vous expliquer un peu de mon point de vue comment et pourquoi il est un peu plus différent des autres et à quel moment, voilà, il nous a montré voilà, ces choses incroyables. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, parce que tu as l'impression que c'est un méchant, enfin c'est un méchant, entre guillemets, quand je dis méchant, dans le monde de Kingdom, c'est un méchant parce que, voilà, il fait des trucs atroces sans aucune raison. Et en même temps, tu l'aimes bien parce que, avec certaines personnes, c'est genre le GOAT. Donc, là, je vais essayer de vous donner mon avis. Vous me direz à la fin de la vidéo ce que vous en avez pensé. Et si pour vous, Kanki, il est spécial. Kanki nous apparaît pour la première fois pendant la bataille de Sanyu. Il est décrit comme un prodige de la guerre, impitoyable dans l'armée de Mugu. Son style pour aborder la guerre est atypique et même Rinko remarque qu'il n'est pas à prendre à la légère. Sa façon d'aborder la guerre est basée sur le style des bandits dont il tire ses origines. On voit que le général Keishibu peine à se défendre contre Kanki car il n'a jamais vu une telle façon de combattre. Il utilise des tactiques d'intimidation abominables pour briser l'esprit de ses adversaires. Une situation que le brave Keishibu ne peut gérer, alors Genpu prend sa place car il pense que sa stratégie est meilleure que celle de Kanki. Le principal objectif de cette bataille est de comprendre la guerre de Kanki. Mais même Genpu qui pensait avoir compris va se faire complètement manipuler. La cruauté de Kanki va beaucoup trop loin. Même pour nous les lecteurs, il en fait bien plus que nécessaire et cela rebute ses adversaires à un point où la haine se transforme en peur et en dégoût. Il aura les plus gros mérites de cette guerre en tuant Akukisai de façon horrible et en décapitant tous ses officiers capturés. Il fait honneur à son nom de Kanki le décapiteur. Pendant l'arc de la coalition, son action d'enflammer la tour de Gomei comme un protagoniste montre qu'il se croit meilleur que les autres, mais ce n'est pas là son plus haut fait dans cette guerre. Son infiltration pour tuer le général de Han, Sekai, est de la pure folie. Même pour ces hommes qu'il va rassurer avec sa phrase mythique « Tout va bien se passer ». On peut penser qu'il dit ça seulement pour rassurer, mais en réalité, il pense vraiment que tout va bien se passer, comme s'il avait déjà vu la finalité ou qu'il sait que son heure n'est pas encore arrivée. Certains diront que c'est un parieur fou, d'autres que c'est un génie, mais il dira simplement à Shuto qu'il est putain de bon à la guerre. Kanki a une attitude désinvolte avec tout le monde, sauf Mugu qu'il semble respecter, et on le voit avoir un semblant de reconnaissance envers le grand général Shuto à sa mort, comme s'il avait gagné son respect. Lors de la mort de Hakuru, Kanki brûle vivant des commandants de Wei d'une ville qu'il a prise pour rendre hommage au général Mugu. On remarque que Kanki n'a montré du respect qu'à lui et on se demande bien pourquoi, car il n'est pas un général de grande renommée et n'a pas de capacité hors du commun. C'est un général médiocre, voire standard, tout ce qu'il a d'important c'est son expérience. Mais nous savons que Kanki et Mugu ont en commun un trait qui est la compréhension des hommes. Mugu peut voir la valeur des gens et les comprendre mieux que quiconque. Et Kanki comprend les gens et le fond de leur personnalité en quelques instants, bien qu'il utilise parfois cette capacité pour faire ce que détestent le plus ces personnes. Ces deux personnages ont la même capacité mais pas le même talent. C'est pour cela que Mugu est resté en vie toutes ces années à faire la guerre et que Kanki a décidé de le suivre et de le respecter. Parlons maintenant de la rencontre entre Shin et Kanki. Shin a failli sortir son épée car il a senti une aura particulière venant de Kanki alors que celui-ci était totalement relaxé. Il lui dit même qu'ils sont pareils, un bandit et un esclave. Cette phrase a beaucoup plus de sens quand on connaît la mentalité de Kanki, mais venant de lui et de ses exploits passés et futurs, on peut même penser qu'il sait que Shin est le protagoniste du manga, mais qu'il se met au même niveau que lui. Il lui dit même qu'il va lui apprendre la guerre et nous savons que Shin est resté le plus longtemps aux côtés de Kanki. Dans la bataille de Kokuyu, Kanki analyse et manipule à la perfection Keisha et ensuite Kisui,
Comme des marionnettes, avec bien entendu sa touche de cruauté personnelle, il peut rentrer dans l'esprit de ses adversaires afin de les piéger ou de les faire commettre des erreurs. Sa compréhension de l'humain est excellente et il n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour élaborer ce genre de plan. N'oublions pas la confrontation entre la Kanki Army et la Isshin, où Kanki n'avait pas peur de l'épée de Kyukai sur sa gorge, ça lui semblait même amusant, et il ne comptait pas s'arrêter de brûler des villages et tuer des civils pour amener son armée à la victoire. La bataille de Ekkyu, un moment incroyable dans Kingdom, les 240 000 de Koshu contre les 80 000 de Kanki. La prise de la colline de Ekkyu dite impossible a été donnée à Shin par Kanki comme s'il savait qu'il pourrait s'en occuper. En effet, le bandit avait perdu des milliers d'hommes dans la prise de cette colline. Le bandit a mis en place son plan pour faire croire à Koshu que l'armée des bandits était détruite et donc l'armée de Koshu s'est trop avancée, ce qui a permis à Kanki et ses hommes cachés de prendre la tête du protecteur de Kantan. Sonbin, une tactique que même Usen n'aurait pas osé faire et pourtant c'est de la pure stratégie. Lors de la rencontre entre Koshu et Kanki, leur conversation sur la souffrance était très intéressante, mais Kanki gagne cette joute verbale. On ne connaît pas la souffrance de Koshu, mais il parle comme s'il connaissait celle de Kanki, alors que celui-ci a quand même une lueur dans ses yeux. De plus, quelle ironie de parler de souffrance et de mort inutile quand on se prénomme le dieu défenseur de Kantan, alors que le roi et ses nobles jouent avec la vie du peuple au grand jour. Encore une fois, Kanki analyse Koshu en quelques instants en parlant avec lui et en regardant ses ornements incrustés dans son visage. Suite à la mort de Koshu, Kanki découvre la mort de Raido, qui le met dans une colère froide et fait décapiter 100 000 prisonniers de Zao. Si Kanki ou sa famille souffrent, il fera alors souffrir 100 fois plus. Suite à cela, le roi de Qin, Issei, arrive pour le punir de sa victoire qui aurait pu être plus propre, sans toutes ces décapitations. Un ingrat et un hypocrite que Kanki n'oublie pas de rappeler que c'est lui qui crée toutes ces morts et qu'il n'a aucun droit de faire le pacifiste maintenant. Surtout qu'il demande pourquoi 100 000 et pas moins, comme si 20 000 était acceptable ou mieux. Ce à quoi le roi de Qin ne peut pas vraiment se défendre, car son rêve est un chemin de sang et de domination forcée. Kanki montre un grand manque de respect en sachant que Sei ne peut pas vraiment le punir, car il a besoin de sa force pour conquérir la Chine. Kanki savait pertinemment que la venue du roi était juste pour faire un mouvement politique et montrer qu'il n'était pas d'accord avec la mort des 100 000 de Zhao, mais il n'allait en aucun cas combattre ou punir Kanki, un des 6 grands généraux de Qin récemment nommé et qui a gagné une bataille à 80 000 contre 240 000. Surtout que Kanki ne se serait jamais laissé faire. Après la mort de Raido, Kanki semble désabusé encore plus qu'il ne l'est habituellement. La guerre ne l'amuse plus autant. Lorsqu'il part seul, sans Usen, avec seulement Shin, Muten et Eki pour attaquer Zhao, il tombe dans la cage de Riboku. Celui-ci, pensant qu'il ne peut utiliser de stratégie, Kanki le surprend en faisant une formation en croix pour gagner du temps et s'échapper avec une partie de son armée. C'est alors que Kanki tente un piège sur Riboku qui marche en utilisant sa réputation de général cruel, ce qui fait perdre la tête à Riboku. Dans ce piège, Kanki a eu un échange où il brise l'épée de Riboku et le blesse légèrement. Mais lors de la mort du bandit, c'est son épée qui se brise avant d'atteindre sa cible. C'est comme si il était destiné à mourir ici et que quoi qu'il fasse, la finalité sera la même. À plusieurs reprises, Kanki dit sa phrase fétiche pour ses hommes, mais toutes les fois où Kanki l'a dit, on sent qu'il le pense vraiment, même après sa mort, tout ira bien. Encore une fois, Kanki comprend mieux les gens et les enjeux que les autres, et cela même face au valeureux Riboku. Garant de la bravoure et du bien de Zhao, le stratège combat d'autres pays et veut également les détruire, alors que son propre roi est un monstre pour le peuple. Et pourtant, il est incapable de destituer ce roi, non pas qu'il en soit incapable, mais parce qu'il n'en a pas l'envie. Riboku est décontenancé, comme ses hommes, c'est alors que des accusations faciles comme de dire que Kanki est un monstre et un démon arrive. Riboku est un nationaliste, le meilleur que l'on puisse espérer pour son pays, mais il ne fera absolument rien qui puisse déstabiliser le pays, même pour délivrer une vraie justice. Il fera tout pour protéger son pays, quitte à lui-même passer pour un monstre. Et ça, Kanki l'avait bien compris, surtout quand il voit les hommes de Riboku donner sa vie pour lui.
Mais c'est là qu'on voit le passé de Kanki et que l'on comprend sa vision. Des enfants qui ont été abusés, sans protection, sans espoir, et Kanki qui arrive dans ce groupe, on ne sait pas d'où il vient. Pourquoi il est fort? Pourquoi est-il si intelligent? Comment connaît-il ce genre de méthode? Esclave, paysan, noble, on ne sait rien. C'est comme s'il venait d'un autre monde. Il accepte la souffrance du clan Saki sans artifice. C'est cela qui touche ses enfants et qui touchera ses futurs hommes. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est quand il dit que ce n'est pas normal qu'on leur prenne tout ce qu'ils ont et que ce n'est pas normal qu'ils soient habitués à ça. Comme s'ils venaient de notre monde, du futur, avec des mœurs bien plus élevées que ceux qu'ont les personnages de Kingdom. Quand il retrouve les monstres qui ont fait du mal au clan Saki et leur redonne cette souffrance en pire, ensuite ce qu'il dit venant d'un enfant est complètement aberrant, que ce sont la classe moyenne et qui sont les plus responsables et qui regardent les gens d'en profiter des plus démunis, dont la classe moyenne, comme ça. Étant français, on ne peut que faire le parallèle avec la Révolution française où le peuple se soulève et détruit la royauté et la noblesse, car si le peuple se soulève, alors il sera impossible à arrêter. Et notre Kanki pense comme ça, mais c'est comme s'il savait que le peuple ne pourrait pas se soulever, alors il préfère diriger sa haine vers le monde entier. C'est un homme étrange et intelligent. Il comprend le monde et les gens, mais en même temps, il commet des atrocités contre n'importe qui. Enfants, femmes, soldats, généraux, nobles, sans aucune distinction. Il est comme la vengeance de toutes les tragédies qui vient frapper aléatoirement ses adversaires. Peut-être que son but était de punir toute cette génération par le biais de la guerre. L'écriture de Kanki est magnifique, parce que n'importe qui condamne ce qu'il fait, mais en même temps, on comprend d'où vient sa haine, surtout avec ce qui est arrivé à sa femme. Voilà pourquoi Kanki est un personnage intemporel, ses propos peuvent même être appliqués aujourd'hui, alors maintenant, la plus grande question est de savoir son origine, d'où vient-il, de quelle classe vient-il, comment a-t-il autant de savoir, sa force et sa cruauté, d'où viennent-elles? C'est comme s'il avait déjà appliqué ces méthodes avant de venir au clan Saki. Alors, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs avec lesquels vous êtes d'accord ou pas. Et dites-moi, à votre avis, qui est réellement Kanki? Est-ce que c'est un noble, un paysan, un ancien seigneur? Qu'est-ce que c'est? On sait pas. Ou bien il s'est fait isekai? C'est quoi? Il s'est fait isekai en fait. Il vient de notre monde, c'était un gangster de Miami et je sais pas, il est venu comme ça, il s'est fait téléporter. Parce que le gars, comment... En fait, il y a trop de secrets sur ce personnage qui... C'est trop bizarre. Pourquoi il est si intelligent? À la limite, tu me dis, ok, il est intelligent parce que c'est comme ça. Pourquoi il est si fort? Pourquoi il sait se battre? Ça veut dire que s'il sait se battre, ça veut dire qu'il a déjà... Il a des antécédents. Donc, on doit savoir quelque chose. Non, on sait pas. Pourquoi il sait... il connaît la cruauté. Ça veut dire, le gars, il vient... Il sait qu'il faut faire des trucs atroces pour que un groupe comme nous, des enfants, on nous laisse tranquille. Pourquoi il sait ça? Mais pourquoi il le fait? Comment il fait pour savoir ça? C'est aberrant, parce que même un enfant intelligent, comment il peut savoir ce genre de choses, déjà? Ensuite, quand il dit la phrase « ce qu'on vous fait là, c'est pas normal », genre c'est pas normal ce qui vous arrive. Pourquoi il dit ça? Parce que là, entre guillemets, on est dans le monde de Kingdom. Pour nous, des lecteurs, on vit dans le futur, voilà, nous ça va, ça va, jusqu'ici tout va bien. Donc on peut se dire, quand on voit des chapitres comme ça, les enfants ils se font torturer, etc., des choses horribles, on se dit, ah ouais, c'est pas normal, tu vois, on comprend, on peut se dire c'est pas normal, mais eux dans leur monde, c'est autre chose. Ça veut dire que eux, pour eux, c'est, ah bah, des enfants qui se font truc, ok, c'est normal, vas-y, c'est rien, c'est la guerre, c'est la Chine, c'est comme ça, ça arrive partout. Mais là, t'as un enfant qui vient et dit, mais c'est pas normal ce qui vous arrive. Genre comme si il découvre en fait. Il dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Et vous êtes tellement habitué à ça que vous pensez que c'est normal. Mais en fait, non, en fait. L'intelligence qu'il faut avoir pour sortir ce genre de choses dans leur époque, c'est aberrant. Parce que Chine, ok, ils voient des gens... du pillage pendant la guerre, il veut les frapper, il est pas choqué de voir ça, hein. À aucun moment il est choqué, il est juste,
en mode ah ouais vous faites ça, c'est pas honorable, et il veut les tuer, mais à aucun moment il est en mode ah mais c'est quoi ça, mais pourquoi ils font ça, je comprends pas et tout, c'est pas normal. Il sait que c'est des choses qui arrivent, même où Muten ils lui disent ouais c'est des choses qui arrivent, mais pour arrêter ça faut augmenter dans ton rang et dans ton armée ils feront pas ça, dans tes armées ils feront pas ça, etc. Mais lui il arrive, il vient, il dit c'est pas normal en fait, genre en mode normalement c'est pas normal. Donc les gars, dites-moi votre avis sur la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Kanki, c'est un des personnages en termes d'écriture excellent. J'espère qu'un jour, et c'est pas grave, hein, mais j'espère qu'un jour on aura des chapitres sur qui est réellement Kanki, mais si on n'a pas, franchement les gars c'est pas grave. Franchement les gars c'est pas grave, je préfère imaginer, mais si on a, je kifferai. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. 次は君だ。